Chers amis auditeurs, bienvenue à ce 41e volet de Fréquence Orage d'Acier. Nous allons nous entretenir ce soir autour d'un sujet qui en surprendra peut-être quelques-uns, parce qu'on va parler d'agriculture, mais pas de n'importe quelle agriculture, on va parler de la permaculture, avec Pierre Torti du Cercle Henri Lagrange et avec Lucien Cerise, que vous connaissez pour ses nombreux ouvrages de mémoire, Neuropirate, Gouverné par le chaos, et puis ses romans, dont celui qui a ma faveur, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur ces ondes, c'est Photographie d'un hamburger. Alors Lucien, avant d'aborder tout à fait le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me rappeler où est-ce qu'on peut trouver Photographie d'un hamburger et vos livres, et vos essais aussi? Alors les romans, on ne peut plus les trouver, puisque en fait ils sont épuisés chez les éditeurs. Donc vous pouvez éventuellement, si peut-être les trouver sur le Bon Coin, enfin en tout cas d'occasion. Ils ne sont plus édités en l'état actuel des choses, et normalement ils seront réédités l'an prochain ou dans 2 ans. Enfin bon, il faut que je fasse un peu une petite réécriture, enfin un toilettage. Les essais, en revanche, là, ils sont toujours, édités. Donc, vous pouvez les trouver chez Max Milo pour Gouverner par le chaos, aux éditions Contre-Culture pour Neuropirate. Aux éditions Le Retour aux Sources, en fait, j'ai fait des contributions. Enfin, j'ai sorti le roman Hooliganarchie, mais justement, il est déjà épuisé. Donc, au Retour aux Sources, c'est plutôt des contributions à d'autres livres, dans des collectifs, par exemple, ou alors quand j'ai fait une préface. Donc, il y a aussi... Donc, Le Retour aux Sources, comme éditeur, est également concerné. Oui, on se souvient que vous aviez introduit en France les travaux de Hong Bing-Song sur la guerre des monnaies, qui a eu un franc succès. Un succès d'estime d'abord, parce que c'est vraiment un travail très original, et puis un succès de librairie aussi, je crois. Quant aux activités de Pierre Torti, donc vous êtes membre du Cercle Henri Lagrange, vous pouvez retrouver les vidéos mensuelles réalisées par le Cercle Henri Lagrange sur la question du libéralisme, mais sur Internet, en tapant ça dans n'importe quel moteur de recherche. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez contribuer à l'émission Fréquence Orage d'Acier en donnant 1 ou 2 euros sur notre Tipeee. Vous trouverez ça, le lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite aussi à aimer ou désaimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des émissions à venir. Voilà, donc nous allons commencer dans le vif du sujet de ce soir, donc la permaculture. Peut-être commencer par en donner une brève définition. Alors messieurs, qui se lance? Pierre? La permaculture est un terme valise qui, à la base, était une contraction de 2 mots anglais, permanente agriculture, et qui ensuite est devenu la contraction de permanente culture. Parce que les initiateurs de la permaculture, notamment Bill Mollison, qui nous a quittés récemment, se sont aperçus que la permaculture le système permaculturel était bien plus large que la seule agriculture et pouvait englober différentes sphères de la vie de tous les jours. Et c'est apparu dans les années 70, et notamment via la lecture que Bill Mollison avait faite de la révolution d'un seul brin de paille de Masunobu Fukuoka, si je ne me trompe pas. Lucien, une petite contribution à une définition de la permaculture? Bon, ça a été vraiment popularisé par 2 Australiens dans les années 70, Bill Mollison et David Holmgren. Le point de départ, c'est effectivement l'agriculture vivrière. Et ensuite, effectivement, très rapidement, ils se sont rendus compte que ça pouvait être étendu à une vision philosophique complète, un message politique. Comme le disait Pierre, donc on parle de permanence, c'est la permanente agriculture, ou la permanente culture, ce qui évoque évidemment le champ lexical donc de l'homéostasie, puisque la permaculture puise beaucoup aussi à la théorie des systèmes, à la cybernétique ou à ce genre de choses. Et donc qui évoque aussi donc le champ lexical de la stabilité, de la durabilité. On parle aussi de base autonome durable par exemple, et de résilience, c'est-à-dire de capacité de récupération, de capacité de cicatrisation. Donc tout ça peut être transposé dans un champ politique, au sens conventionnel du terme, par aussi le concept de design permaculturel. C'est-à-dire le design, c'est quoi? C'est en fait le façonnage de l'environnement, qu'il soit effectivement de type agriculture, ou de type politique, sociologique, donc de tout environnement, en s'appuyant sur une autre discipline qui s'appelle la biomimétique, qui consiste à imiter la nature, pour justement en fait ne pas dénaturer l'environnement. Donc en fait, moi j'étais vraiment impliqué là-dedans, physiquement, je dirais concrètement, manuellement, pendant 3 ans à peu près, entre 2011 et 2013. Donc j'étais adhérent à une association qui s'appelle Relocalisons,
qui est basé dans le Val-de-Marne, mais avec des antennes aussi dans le sud et aussi, je crois, en Normandie, si je me souviens bien. Et donc moi j'allais dans le Val-de-Marne pour faire du jardinage. Donc à cette occasion, j'ai pu tout simplement en fait me mettre faire être dans la pratique. Mettre les mains dans la terre, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, notamment que on nous mentait beaucoup, aussi concernant par exemple tout ce qui touche à la question de la rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que j'étais dans cette association, on a visité aussi la ferme du Bec et Loing, qui est assez connue et qui offre des formations en permaculture. Alors Bec et Loing, ça s'écrit B-E-C, comme un bec, et Loing H-E-2-L-O-U-I-N. Et donc alors là c'est un couple, une famille en fait. À l'origine je crois ils n'avaient pas encore les enfants, qui se sont installés donc il y a maintenant je crois 25 ans et qui nous avaient expliqué que certes alors, les 5 premières années ils galéraient un peu, mais au bout de 5 ans la terre était vraiment bien travaillée, bien fertile et en fait ils étaient en surproduction. Ils ont pu commencer à vendre. En travaillant finalement très peu par rapport à l'image qu'on nous véhicule de l'agriculture, par exemple au Moyen-Âge, avec toujours ces images un peu d'Épinal, avec le paysan qui se casse le dos et qui sue à grosses gouttes. Oui, l'idée de la pénibilité des travaux des champs, voilà, qui évidemment est une fable, et on y reviendra parce que je voudrais qu'on parle du fait que la permaculture, c'est quand même un truc de branleur. Non mais disons-le, franchement, la vraie agriculture, l'agriculture selon ces principes-là, en fait, vous permet, à une échéance assez brève, de ne plus faire grand-chose et ne vous reposer finalement que sur les dons de la nature qui est très généreuse et surabondante. Tout à fait, oui. Et en fait, en réalité, quand j'ai commencé à fréquenter aussi l'ancien kolkhoz de ma belle famille en Pologne, en fait, je me suis rendu compte qu'ils faisaient de la permaculture sans le savoir, depuis toujours. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un lopin de terre. Alors en polonais, on n'appelle pas ça des kolkhozes, c'était des PGR, c'est un acronyme, bref, peu importe. Et donc, en fait, les familles avaient droit d'avoir un petit bout de terre. Et effectivement, aujourd'hui, mes beaux-parents, quand c'est le moment de travailler la terre, parce qu'il y a des périodes dans l'année, travaillent 1 heure chacun. Donc, ils sont en surproduction. Voilà, donc en travaillant 2 heures par jour, en fait, ils arrivent en fait finalement à un stade où ils sont obligés de gâcher et de mettre à la poubelle ou de laisser pourrir les pommes et les poires qui tombent et qui ne touchent pas. Et à chaque fois, moi, je m'arrache les cheveux. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais faites-en quelque chose, quoi. Et puis, en fait, ils sont littéralement, ils sont débordés par la nature, quoi. En fait, sans forcément, sans utiliser le moindre pesticide chimique ni le moindre engrais chimique, avec simplement un carré pour le compost. Et puis, en fait, les équilibres naturels, voilà, parce qu'ils sont sur ce lopin de terre depuis la fin des années 70, quand ils sont arrivés dans ce kolkhoz, quoi. Et ils y sont depuis 1979 et ils ont commencé, je crois que oui, dès les années 80, ils étaient autonomes sur le plan alimentaire aux 2 tiers. C'est à peu près les chiffres qu'ils m'ont donné. Bref, voilà, on peut comparer comme ça un peu toutes les expériences. Oui, Pierre ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Lucien à propos de la ferme du Bec et Loing, et notamment aussi à propos du kolkhoz de sa belle famille, comme le terme qu'emploie Lucien, un lopin, c'est vraiment ça. On est habitué avec notamment l'agriculture conventionnelle, que ce soit en France notamment ou aux États-Unis, à des fermes de 400 hectares, des terres, de l'open field partout. Le Bec et Loing, c'est 1000 mètres carrés cultivés. Donc on ne compte pas les petits chemins qui permettent d'accéder aux parcelles, c'est 1000 mètres carrés cultivés. Qu'est-ce que c'est 1000 mètres carrés sur un hectare ? 1000 mètres carrés, un hectare c'est 10 000 mètres carrés. Donc 1000 mètres carrés, c'est un dixième. Voilà, un dixième, et selon une étude, parce que le Bec et Loing travaille avec l'INA, donc j'ai pas les derniers chiffres là, mais j'avais noté les chiffres en septembre 2013. Oui, l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, donc qui est un peu l'institution justement de l'agriculture, on va dire conventionnelle pour pas dire industrielle, française. Donc là, c'est vraiment tous les pontes on va dire du scientisme agricole. Absolument. Et le rapport de l'INRA en 2013 avait déclaré qu'il est possible, je le cite, il est possible de créer son activité de façon à dégager un revenu net de plus de 1 500 € par mois tout en parvenant à une qualité de vie correcte. Donc c'est sur 1000 mètres carrés, de septembre 2013 à août 2014, la valeur récoltée est de 50 800 €.
Voilà, pour une charge de travail sur les parcelles de 2000 heures travaillées. Donc autant dire que par rapport à ce qu'on nous vend comme on disait, le fait de se tuer à la tâche, de se tuer au travail, c'est totalement faux. Et effectivement, la surproduction dont parlait Lucien, et c'est Claude Bourguignon qui en parle dans un reportage qui s'appelle Voyage entre sol et terre, ou terre et sol, je ne sais plus trop. Et il disait, c'est l'agriculture paysanne qui fait le plus gros rendement du monde, et c'est l'agriculture la plus productive au mètre carré. Donc, contrairement à tout ce qu'on nous vend depuis la Révolution verte, depuis les années 50, depuis Pisani, etc., c'est l'agriculture paysanne qui est la plus rentable au mètre carré. Depuis l'école primaire, en fait, parce que on voit bien que là, il y a un nœud dans l'ordre de l'imaginaire, pour reprendre un peu les catégories de quelqu'un comme Serge Latouche, hein, un des promoteurs du concept de décroissance en France. C'est les imaginaires qui sont colonisés, en fait, par des syntagmes du scientisme qui domine l'éducation nationale depuis Jules Ferry. Hein. On se souvient des romans, par exemple, du Provençal Pagnol, qui raconte cette immixtion du scientisme dans les familles, la découverte des microbes. Tout ça va nous amener au lendemain de la Première Guerre mondiale à l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire l'écoulement des stocks et finalement aussi des activités à venir des usines qui produisaient les explosifs et les gaz de combat. On va plus bombarder les hommes, on va pas faire un paysanicide dont parle la réalisatrice de Solutions locales pour un désordre global, Colline Serrault. On va quitter le paysanicide dans les tranchées pour finalement faire un paysanicide en temps de paix et bombarder les terres, Lucien. Oui. Et puis on se rend compte qu'effectivement, on est dans un scénario, hein, pour reprendre l'expression là de coloniser les imaginaires, on est dans du storytelling. C'est-à-dire que on nous présente donc l'agriculture naturelle, on pourrait dire, comme problématique. Hein. C'est le pompier pyromane. Hein. On dit voilà, il y a un problème finalement avec la nature. La nature doit être corrigée. Hein, on a la même chose avec la théorie du genre finalement. La nature doit être corrigée. Et par miracle, la personne qui dénonce ce problème a la solution, instantanément. Hein, voilà, j'ai votre solution. La solution, finalement, au problème naturel de l'hétérosexualité, c'est la théorie du genre. Le problème, c'est que la théorie du genre, comme l'agriculture chimique, comme solution au problème de l'agriculture normale, crée encore plus de problèmes. Enfin, ça fait une espèce d'appel d'air, comme ça, enfin, de fuite en avant. Et finalement, on se retrouve dans une situation complètement schizophrénique où on nous vend une solution problématique qui vient compliquer la situation originelle qui, elle, en soi, n'est pas problématique. Ce sont des torsions mentales, enfin des contorsions mentales, et qui sont imposées effectivement par un bourrage de crâne qui passe par les médias, qui passe par en fait tout le système académique universitaire également. Hein. Donc, Pierre ? Ah oui, non mais totalement. C'est notamment, vous parliez des gaz de combat qui sont devenus des pesticides. C'est Monsanto. Monsanto, qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques mois, quelques semaines. Monsanto qui s'allie avec Bayer. Monsanto, rappelons quand même, qui était le fabricant de l'agent orange, qui a encore aujourd'hui des conséquences sur les populations du Vietnam, puisque les enfants naissent encore dans certaines zones avec des malformations absolument morbides. Et ça va faire presque 40 ans, 50 ans même que cette guerre est terminée. Et les enfants naissent encore avec des malformations, parce qu'ils ont balancé, à l'époque, c'était des défoliants, donc on pourrait dire des herbicides, hein, donc, puisque les combattants du Viet Minh et du Viet Cong se cachaient dans la jungle, et donc, selon la logique tout à fait, je dirais, conforme à la doctrine maoïste relue par l'état-major américain, puisqu'ils étaient comme des poissons dans l'eau dans la jungle, et ben on va enlever la jungle. Donc voilà, ce qui est là aussi, on voit tout l'hubris de la société industrielle, y compris lorsqu'elle fait la guerre. Bon, c'est un autre sujet, mais continuez, Pierre. Oui, donc non mais voilà, vous avez très bien remis la chose en contexte. Et Monsanto qui maintenant, après l'agent orange, ils se sont dit, tiens, ça fonctionne pas mal sur la jungle, donc on va peut-être vendre ça pour les paysans, pour enlever les mauvaises herbes. On va faire des OGM, et on s'aperçoit évidemment du nombre de problèmes incalculables que créent ces OGM à travers le monde. Ça, de nombreux documentaires en parlent, notamment ceux de Marie-Monique Robin. Et il s'allie avec qui ? Avec Bayer qui vend des médicaments. C'est formidable. On crée la maladie et on a les médicaments pour vous soigner. Oui, mais alors Pierre, vous allez un peu vite. Comment est-ce qu'on crée la maladie ? Comment naît la mauvaise santé de l'homme occidental, justement ?
par la mauvaise santé de l'homme occidental naît à cause de son alimentation. C'est là le drame. C'est que on nous parle de pollution atmosphérique ou de la nocivité du tabac. Certes, je ne la nie pas, mais avant toute chose, c'est la qualité de l'alimentation qu'on nous propose dans la majorité des commerces et des grandes surfaces est catastrophique. Et c'était Claude Bourguignon qui le disait depuis la Révolution verte en France. Il parlait de la France. On ne fait plus d'agriculture. Il avait employé ce terme très juste. On gère de la pathologie végétale. Il dit voilà, si aujourd'hui on ne mettait pas d'antifongiques, de pesticides ou autres sur les blés, les grains de blé seraient pourris avant d'arriver dans le silo. Alors qu'autrefois on ne mettait rien, les blés faisaient 1,50 m, 1,60 m, aujourd'hui ils font 60 cm parce qu'ils sont bourrés d'azote, ils sont bourrés d'antifongiques, de pesticides et autres, et tout ça évidemment ne disparaît pas comme ça. Ça n'impacte pas que la plante. Quand on le consomme, on le retrouve nous-mêmes dans l'alimentation, donc ça se répercute sur le corps humain. Et au-delà de ça, évidemment, ça, quand c'est pulvérisé sur les plantes, ça pénètre le sol, donc ça pollue toutes les nappes phréatiques et les sols meurent petit à petit. Claude et Lydia Bourguignon le disent bien, dans 50 ans, si on continue comme ça, il n'y a plus de sol. Il n'y a plus de sol en France. Oui, ils expliquent, en effet, vous pouvez retrouver ça dans Alerte à Babylone, dans différents documentaires, vous pouvez retrouver ça sans difficulté. Ils donnent les explications sur les causes de la mort des sols qui sont en fait la résidence de 80% de la biomasse vivante. Donc principalement les lombriques, tous les micro-organismes, les champignons qui sont absolument indispensables d'ailleurs à la vie des cultures et qui sont évidemment attaqués par les produits dits phytosanitaires qui en fait sont des produits tous en CID. C'est une industrie de mort, c'est une industrie morbide, Lucien. Tout à fait. Et donc, effectivement, comme le dit Claude Bourguignon, il s'agit de gérer de la pathologie. Une pathologie qu'on a soi-même provoquée, créée, induite, engendrée. C'est très exactement la méthode appliquée par la Commission européenne, avec notamment ces deux notions-là, son catalogue des semences autorisées, et qui fonctionne en binôme avec le certificat d'obtention végétale. C'est-à-dire que le capitalisme monopolistique, justement pour arriver au monopole, a absolument besoin donc d'en finir avec la liberté des semences, c'est-à-dire en fait le mode de reproduction naturelle et surtout la gratuité, l'agriculture, c'est-à-dire la gratuité des semences. Pour cela, effectivement, il faut donc interdire de manière totalement arbitraire la gratuité des semences, en imposant un catalogue des semences autorisées, au prétexte que l'agriculture bio est dangereuse pour la santé. C'est-à-dire qu'ils vont jusque-là. Il y a des textes qui disent oui, mais il faut faire attention quand même avec le bio, etc. C'est-à-dire en fait tout simplement avec la vie, quoi. Faites attention, ne vivez pas trop. Respirez pas beau. Un de ces jours, ils vont aller jusqu'à dire que les environnements climatisés sont meilleurs pour la santé que de se promener au bord de la mer. Je pense qu'ils sont capables d'aller jusque-là. Au moyen donc de ces narratives, de ces narrations complètement délirantes qui imaginent des problèmes dans la nature. Donc en fait, au bout d'un moment, il s'agit de commencer en fait à pouvoir contrôler le robinet de la vie en quelque sorte, avec donc ce catalogue des semences autorisées et le certificat d'obtention végétale qui oblige à payer pour avoir le droit pour un agriculteur de ressemer ses propres récoltes. C'est le sommet de la perversion, c'est intellectuel et puis plus largement économique aussi. Parce que évidemment, qui aura le droit de semer sans payer ces taxes ou ces impôts ou ces amendes, ce sera Monsanto qui, avec ces semences stériles, sera considéré comme le meilleur protecteur de la nature et les plus grands écologistes. Parce que, vous comprenez, des semences stériles, des OGM, des organismes génétiquement modifiés, bien là, au moins, on les contrôle. On les contrôle et on peut effectivement assurer qu'ils ne seront pas mauvais pour vous les consommateurs. En revanche, on ne peut pas vous donner cette assurance, cette garantie, si vous mangez les tomates que vous avez produites dans votre jardin. Donc pour votre bien, nous devons vous interdire de manger vos tomates cultivées dans votre potager. C'est pour votre bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il peut y avoir des bestioles ou des maladies. Raison pour laquelle on a vu l'organisation Cocopelli lancer justement des campagnes d'échange de semences agricoles, de semences fermières. Je sais que certains auditeurs auraient peut-être du mal à nous croire, mais ce sont des fonctionnaires anonymes qui classent en fait dans un document
qui est un petit peu comme le TAFTA ou le CETA a été négocié en secret pendant des années avant que tout ça ne sorte un petit peu sur la toile, qui s'appelle le Codex Alimentarius et qui en fait est une consolidation de l'ensemble des négociations à l'intérieur de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce, qui maintenant est devenue une institution au même titre que le FMI ou la Banque mondiale, et qui décide en fait souverainement de ce qui est un aliment et de ce qui est un poison. Parce qu'il faut savoir que tous les aliments, enfin tout ce qu'on ingère, se range dans 2 catégories. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2, les poisons et les aliments. Mais ils peuvent décider, par exemple, que le tabac, même si je suis fumeur et voilà, je m'en excuse, ils peuvent le ranger parmi les aliments alors qu'on sait que c'est un poison. De la même manière, ils peuvent ranger en poison des espèces fermières tout à fait, je veux dire, qui ont été testées par l'expérience des siècles. Et comme vous le disiez, ils décident évidemment toujours à des fins financières. Est-ce qu'on peut maintenant peut-être donner à nos auditeurs quelques idées des principes qui guident la permaculture ? La permaculture, finalement, est un retour à des éléments naturels dont vous parliez, Lucien. C'est un retour, une confiance redonnée à la nature, en rupture avec l'agriculture industrielle. Oui, alors juste, je voudrais faire encore un petit peu de publicité aussi pour des gens intéressants. Donc après la ferme du Bec et Loin et relocalisons. Enfin bon, je n'y suis plus en fait parce que j'ai plus le temps en fait parce que bon quand même il faut à chaque fois bloquer une journée ou une demi-journée et bon je travaille trop en ce moment. Mais alors donc, et quand j'étais à Relocalisons, on avait été aussi rendre visite à la Fraternité ouvrière, qui est pas spécialement ouvrier, en fait ça s'appelle comme ça, Fraternité ouvrière au pluriel, située à Moucron en Belgique, enfin ça s'écrit Mouscron avec un S, mais ça se prononce Moucron. Et donc ça a été fondé en 1969, et en fait c'est une sorte de banque de graines. Bon, alors ils aimeraient pas le mot banque évidemment, puisque bon, ça sonne un petit peu, capitaliste justement. Donc en fait ils se présentent eux comme un catalogue de graines partagées de légumes rares. Mais enfin bon, c'est pas seulement un catalogue, c'est quand j'ai une banque, c'est-à-dire qu'en fait, ils les ont. Voilà, c'est comme Cocopelli, c'est-à-dire que ils ont en fait une bibliothèque. Voilà, le terme bibliothèque est meilleur. Donc ils ont une bibliothèque de graines, de légumes rares qu'on ne trouve plus maintenant dans le commerce. Enfin des variétés de navets ou de courges, très très rares. Comme c'est à Paris un peu plus dans le nord, c'est plus facile d'aller leur rendre visite à eux que Cocopelli qui est dans le sud et où je ne suis jamais allé. Donc voilà, bon, c'était un peu de publicité pour ces gens bien. Puisqu'on en est là, on peut parler aussi d'une expérience lancée par un monsieur de Rostolan. Alors, je veux pas la outer trop, mais il est homonyme d'un élu, enfin d'un haut cadre du Front National des années 80, qui était un homme très élégant. Voilà, ce monsieur de Rostolan a été invité par l'animateur télévisuel de l'écologie mainstream, Nicolas Hulot, à l'antenne de Europe numéro 1. C'est un peu le principe, on invite une personnalité et lui inviter quelqu'un pour présenter son travail. Et il a exposé devant les auditeurs de cette radio commerciale le projet qu'il mène, qui est assez semblable à la ferme du Bec et Loin. Je crois que c'est dans l'Ouest, en revanche je ne sais plus si c'est en Mayenne ou en Bretagne. En tout cas, sur cette ferme qui fait, je crois, maximum 2 hectares, avec 1,5 hectare seulement cultivé, ils vont essayer de prouver qu'on peut faire une agriculture sans pesticides, sans intrants phytosanitaires, sans pétrole, sans chômage et sans maladie, enfin sans trou de la sécu. C'est un petit peu son slogan je dirais, un peu provocateur pour susciter l'intérêt des auditeurs. Et c'était absolument intéressant et passionnant ce qu'il en a raconté. Et c'est un peu les mêmes principes qui étaient promus par ce monsieur. Donc on voit que les initiatives se multiplient, que les expériences partagées, parce qu'en fait tous ces lieux sont aussi des écoles. Nous-mêmes, nous allons contribuer par cette émission à cet effort de populariser ces principes de la permaculture qui sont probablement une partie de la solution de sortie à la fois du capitalisme et de l'état proto-totalitaire dans lequel nous vivons. Alors, messieurs, on va peut-être passer justement peut-être un peu de pub pour les dernières initiatives. Si on peut parler de la revue que vous avez entre les mains, Pierre ? Oui, la revue que j'ai entre les mains, c'est un hors-série de la revue Kaizen, qui est notamment en lien avec les mouvements des colibris de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi qui a d'ailleurs sa ferme en Ardèche et qui est aussi une sorte d'école. Ce hors-série numéro 3, qui date il y a plus de 2 ans maintenant, s'intitulait « Comment devenir autonome ». Donc si jamais il est encore disponible, ça je n'en sais absolument rien. Si, j'ai fait le week-end dernier le salon Marjolaine, donc le salon du bio à Paris, qui est Port de Vincennes, et qui proposait ça et de nombreux livres. Donc non, cette revue, c'est Comment devenir autonome, et il y a des pages fort intéressantes justement sur la permaculture et sur les associations de plantes.
les associations qui peuvent être néfastes, les associations qui peuvent être positives, et des points positifs qui sont différents. Est-ce qu'on associe telle plante avec telle autre pour la faire croître, ou alors pour la protéger de tel insecte, ou de tel parasite, de tel champignon, de telle maladie? C'est une science à part entière, mais une science au service du consommateur, et en fait une science de la nature. On travaille non pas contre, mais on travaille avec la nature, et c'est une forme presque de symbiose justement et de connaissance, et qui mérite d'être enseignée, d'être connue et d'être développée le plus possible pour lutter contre tout ce que l'on a évoqué auparavant. Oui, parce que pour dire à nos éditeurs, on n'a pas vraiment expliqué le principe, mais un des principes directeurs de la permaculture, c'est que les plantes collaborent entre elles, elles constituent un biotope, un écosystème, et cet écosystème en fait va créer des collaborations entre les espèces pour le plus grand bénéfice de l'homme, puisque justement c'est par le travail de ces plantes que l'on va éviter l'usage de phytosanitaires, de produits biocides. C'est le principe finalement de laisser faire un peu la nature, on pourrait le résumer comme ça, et retrouver les principes de collaboration des espèces pour leur permettre de donner le meilleur d'elles-mêmes. Ça, c'est un des grands principes de la permaculture. Oui, il y a un grand principe aussi, c'est le zonage en cercle concentrique. C'est important parce que en fait, comment dire ça, ça va dans le sens de cette collaboration en quelque sorte à orchestrer, mais avec malgré tout en fait une réflexion sur les bordures, hein, et sur en fait la délimitation et sur le non-envahissement en quelque sorte. C'est-à-dire que on s'arrange pour faire en sorte que donc des biotopes s'enrichissent mutuellement, mais sans que ce soit le foutoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la dialectique, hein, le design permaculturel, c'est-à-dire la conception mentale de l'espace selon les principes permaculturels, c'est de la dialectique. C'est-à-dire, c'est pas du mélangisme, mais c'est pas non plus du purisme ou du puritanisme ou de la purification. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a communication, mais il n'y a pas intrication. Bon, c'est l'articulation des contradictions. C'est ça la dialectique, la définition. La dialectique, c'est ça depuis Platon. Mais on est dans l'ordre de l'harmonie en fait. Là, c'est un principe harmonique. On va doser finalement la proximité, les espèces. C'est vraiment une composition. Vous avez parlé de design, c'est une expression très populaire dans le milieu de la permaculture. On pourrait parler aussi même d'aspect esthétique, parce que j'ai vu quelques images de la ferme du Bec et Loing, qui est une de celles qui a le plus reçu, on va dire, d'équipes télévisées. Il y a aussi du beau dans ces jardins, Lucien. Vous-même qui en avez eu un en partage avec vos collègues de Relocalisons, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cet aspect esthétique ? Oui. Alors bon, ça peut aller un peu jusqu'au gadget. Faut avouer. Bon, quand on fait des mantras, etc. Bon, là, c'est un peu le côté New Age, un petit peu le côté hippie, de l'écologie des années 60-70 qui ressort. Ils font des mandalas végétaux. Oui, voilà, des mandalas, pardon, pas des mantras. Enfin, des dessins au sol, etc. Un peu ésotérique. Éventuellement, oui. Enfin, le yin-yang ou des choses comme ça. En fait, de toute façon, la conception, le design du jardin selon les principes du zonage concentrique, de toute façon, c'est joli en soi parce que, je récapitule en fait. C'est-à-dire on organise l'espace de manière concentrique avec au milieu, au centre, donc la maison, enfin le point de départ. Enfin, quand je dis la maison, ça peut être la cabane en fait, où on range les outils, etc. Et avec le point d'eau. Donc ça, c'est au milieu, c'est au centre. Ensuite, le premier cercle autour, c'est en fait c'est le jardin vivrier à proprement parler, c'est-à-dire c'est le potager. Ensuite, le deuxième cercle, donc ce sont les arbres fruitiers, le verger et la basse-cour éventuellement. Le troisième cercle, c'est donc là on s'éloigne toujours un petit peu plus et on arrive aux céréales, plutôt aux cultures de type céréalière. Ensuite, on va donc sur le cercle concentrique suivant, c'est les bois et les fourrés. Donc là, on commence en fait à s'éloigner finalement de la civilisation, un peu, et on arrive vers vers la nature à l'état brut. Mais ce n'est que cette nature, cet espace sauvage préservé, c'est la fin. En réalité, c'est le dernier cercle dans lequel en fait on laisse, dans lequel on va récolter les champignons ou les baies sauvages, ce qui pousse tout seul, quoi, en fait. Si on regarde bien, finalement, il y a pratiquement pas, il y a pas beaucoup de travail à faire pour façonner l'environnement de cette façon-là. Toute cette pratique là de la permaculture, etc. A nourri un petit peu ma réflexion sur le plan conceptuel, et j'en suis arrivé à cette conclusion que
il était possible de modifier l'environnement sans dommages collatéraux, c'est-à-dire sans pathologie. Parce que la question qui revient souvent, c'est bah oui, mais si on est écologiste, alors que, donc ça veut dire qu'on refuse la technologie, on refuse le progrès, on refuse. Non, c'est pas ça. Non, on a le droit de modifier l'environnement, évidemment, et il faut le modifier de toute façon. À partir du moment où je suis projeté dans l'être, hein, comme dirait Heidegger, à partir du moment où je sors du ventre de ma maman, je commence à modifier mon environnement, enfin, ne serait-ce que par ma présence physique, etc., etc. Donc je vais avoir un impact, une empreinte, comme on dit dans l'écologie. J'aurai une empreinte dans mon environnement. Maintenant, l'empreinte, elle peut être de deux natures. Elle peut être pathogène ou non pathogène. C'est-à-dire que je peux modifier l'environnement en l'aménageant. Donc c'est l'aménagement, on dit un peu aussi l'aménagement du territoire, ou par l'artificialisation. Ce qui permet là de commencer à distinguer conceptuellement deux rapports à l'environnement qui respectent les droits de la technologie. Hein. Donc l'exemple que je prends souvent, c'est celui des castors. De la technique, plus exactement. Parce que la technologie, ce serait justement la sphère autonome dont parle Ellul, et qui serait plutôt là l'ordre des outils, des machines, dont parle aussi Heidegger et puis Junger aussi dans le travailleur. Pour bien faire comprendre les choses, je reprends souvent l'exemple des castors qui aménagent leur environnement, hein, en construisant des huttes et des barrages, mais qui ne l'artificialisent pas. Ouais, qui n'ont pas tiré la fibre, quoi. Oui. Oui, ils n'ont pas Internet. Alors, on va reprendre cette discussion absolument passionnante après la pause musicale. J'aimerais, après la pause, Pierre, si on peut, parce qu'on a parlé de la limite de la civilisation et de l'activité humaine à la forêt, qu'on dise quand même un petit mot de la permaforesterie, de l'agriculture justement en milieu forestier. Et puis on dira aussi un mot, si vous voulez, justement du complexe agro-sylvo-pastoral. On se retrouve après. Chers amis auditeurs, après cette pause musicale un peu New Age, alors on l'a fait évidemment dans un esprit un peu de dérision. Plus sérieusement, avant la pause musicale, on vous a promis qu'on parlerait d'un autre principe très voisin de la permaculture, qui est la permaforesterie, c'est-à-dire la culture d'espèces à destination de la consommation humaine, mais au cœur même des forêts. Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, mais vous avez très bien résumé la situation. L'agroforesterie, des particuliers qui tiennent un blog ont appelé ça permaforêt. Donc comment faire utiliser les méthodes et les designs permaculturels dans des zones forestières. Des zones forestières donc, qui présentent des biotopes et des climats qui ne sont pas les mêmes que les cultures en plein champ, parce qu'il y a toujours des microclimats à cause des arbres, du manque de lumière. Donc tout ça, ils l'adaptent. Ils travaillent avec leur milieu et essayent de tirer profit au mieux d'un milieu qui pourrait être considéré comme hostile. Et c'est la même chose quand on essaye de faire de la permaculture dans des zones montagneuses, parce qu'il y a le froid, le manque d'oxygène, donc des plantes, il faut les réadapter à un certain environnement. Les intempéries, évidemment, parce que quand vous êtes notamment dans les montagnes, ou même ne serait-ce que dans des forêts, mais dans des zones froides, vous pouvez avoir de la neige pendant 2-3 mois par an. Donc il faut savoir que pendant 2, 3, 4, 5 mois par an, votre activité va être au minimum réduite, voire totalement absente, parce que vous avez 1 mètre de neige. Donc comment réussir à vivre de cette activité ? Un Autrichien bien connu des permaculteurs, c'est Sepp Holzer, qui a une ferme qui s'étend, si je ne me trompe pas, de 1400 ou 1600 mètres d'altitude jusqu'à 1700-1800, au fin fond de l'Autriche, dans l'une des zones les plus froides. Et il a créé des techniques que depuis, ça fait près de 20 ou 30 ans qu'il travaille, et on a aujourd'hui le recul pour savoir que ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, la permaforêt est quelque chose d'extrêmement intéressant quand on n'a pas la possibilité de cultiver en plein champ. Sur ce blog en question permaforêt, vous allez aussi
pouvoir apprendre comment travailler la terre et cultiver en utilisant, que vous en parliez tout à l'heure, les champignons qui sont essentiels à la vie, naturelle, forestière et de la flore, mais aussi travailler, et ça ce qui est plus curieux, j'ai plus les détails en tête, mais ils disent voilà, pouvoir travailler avec des escargots ou des limaces, qui normalement sont la bête noire de tout jardinier qui se respecte, nous dit-on. Donc il y a des choses comme ça qui bousculent un petit peu nos a priori, nos préjugés, et c'est toujours extrêmement intéressant. Alors après, évidemment, charge aux auditeurs que ça intéresse de faire les tests et de faire leurs propres expériences pour savoir, en fonction du milieu dans lequel ils ont la possibilité de pratiquer la permaculture, ce qui leur conviendra le mieux. Oui, parce que ça paraît une sorte d'autopunition d'aller cultiver dans une forêt, mais en réalité, les Bourguignons encore, là, nous éclairent un petit peu, puisqu'ils nous disent que les forêts, sans la main de l'homme, font pousser des arbres, parfois dans des temps assez brefs, avec justement des masses d'humus, tout un travail des micro-organismes dans le sol. Et c'est de ça dont il s'agit de profiter dans l'agroforesterie, c'est-à-dire de cette capacité de la nature, de cette énergie, de cette générosité de la nature, même en milieu forestier, surtout en milieu forestier, du fait justement de la très importante présence de biomasse qui permet justement le développement des espèces comestibles, finalement avec un effort minimum. Il y a une réserve d'énergie, un réservoir de générosité agricole qui est très méconnu et sous-exploité. Donc là, je crois que c'est une piste qui mérite aussi d'être examinée par ceux qui ont la chance d'habiter dans des zones plus rurales que les nôtres. Mais on peut peut-être dire un mot aussi, Lucien, vous qui êtes un vrai urbain, vous avez eu cette expérience permaculturelle, vous habitez en Île-de-France, dans une zone assez dense. Vous aviez votre jardin partagé, mais est-ce qu'on peut aussi pratiquer la permaculture avec un grand balcon, une terrasse, un petit bout de jardin dans une maison de ville ? Est-ce qu'on peut commencer même tout petit et en voir les fruits ? Il y a la technique dite des lasagnes qui permet, par exemple, effectivement, de cultiver sur du bitume. Hein. Pareil, quand j'étais à Relocalisons, on avait été voir une assoce qui faisait ça dans le 18e, là, vers le jardin des Halles, dans ce coin-là. Et puis bon, sinon, de toute façon, dans un pot de fleurs, hein, un pot suffisamment large ou suffisamment profond, vous pouvez faire pousser des trucs qui se mangent. Hein. En fait, à partir du moment où vous avez du soleil, de la terre et de l'eau, ça pousse. Voilà. Oui, enfin, c'est possible de faire ça sur son balcon, enfin de faire en tout cas de la permaculture sur son balcon, oui, ou sur un espace assez réduit. Alors, en plus de ça, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont la chance d'avoir un tout petit bout de jardin, mettre une ruche, par exemple, qui peut venir alimenter votre activité, même très réduite de jardinage ou de maraîchage. Sachant en plus que les abeilles sont absolument indispensables à la vie. Hein, les abeilles sont menacées en particulier par les pesticides, les gauchos et autres, qui fort heureusement maintenant ont été interdits, mais enfin d'autres sont encore en circulation, tuent les abeilles, ce qui produit une très grande inquiétude dans le milieu apicole. Il y avait encore récemment la rencontre des apiculteurs, le sommet des apiculteurs de France, auquel d'ailleurs s'est rendue la ministre de l'Environnement, qui, fort heureusement, malgré ses défauts, a pris la défense des apiculteurs et va porter cette cause dans le cadre des politiques publiques. C'est un petit mieux, c'est évidemment insuffisant, sachant que la disparition des abeilles entraînerait probablement la disparition de toute vie sur Terre, puisque ce sont elles qui pollinisent, qui permettent la reproduction des espèces végétales. C'est dans les milieux urbains que le miel est de meilleure qualité. On connaît par exemple le miel de l'Opéra de Paris, le miel du Luxembourg. Il y en a aussi, je crois, à l'Hôtel de la Région. C'est le président de région Huchon, social-démocrate, de la gauche du capital, qui avait mis ça en place, comme un gadget de greenwashing, bien sûr. Mais enfin, l'expérience prouve que on peut faire du miel en ville ou même sur des surfaces très réduites. Et alors, je voudrais parler, puisqu'on en est aux abeilles, de cette ruche à robinet. Vous pouvez trouver ça facilement, encore une fois, sur Internet. C'est une ruche qui vous permet en fait de ne pas déranger les abeilles, de ne pas en tuer un trop grand nombre non plus c'est toujours des choses qui arrivent lorsqu'on fait son miel. Bon, il y a toujours le risque de nuisance aussi, parce qu'on excite les abeilles, donc le voisinage peut être importuné. Là, c'est très simple. On tourne une manivelle. La ruche, en fait, se défait à l'intérieur des alvéoles et le miel coule tout simplement. Donc on peut récolter son miel très simplement en respectant la vie de la ruche
sans risque de dommages ou de nuisances. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça. Essayez-vous-y. L'apiculture, c'est une chose compliquée, mais je crois que cette ruche que vous connaissez, Pierre, là, va changer la vie des apiculteurs débutants. Ah oui, on peut le dire, une révolution, parce que c'est vrai que l'apiculture n'est pas donnée à tout le monde. On a là une ruche qui permet à tout un chacun de pouvoir la pratiquer, si tant est qu'il ait la surface suffisante pour l'installer et ils ont des fleurs à relative proximité pour que les abeilles puissent butiner. Mais c'est vrai que les abeilles sont en danger aujourd'hui et c'est, comme vous l'avez dit, c'est dramatique parce que sans les abeilles, on serait bien en peine de polliniser toutes les fleurs. Sinon, il faudrait le faire artificiellement, comme c'est le cas dans les serres, chez les horticulteurs ou autres. Donc, c'est un sujet qui dépasse l'apiculture seule et qui concerne les agriculteurs, les paysans et à la fin des fins, les consommateurs. Pour combattre les pesticides, je peux vous encourager à signer la pétition en vue de l'interdiction des pesticides en France. Vous pouvez regarder en particulier le site de Génération Future qui est à la manœuvre sur ce combat contre les pesticides qui non seulement tue les abeilles mais tue aussi les hommes. Lucien, vous-même, je crois, vous connaissez bien ce sujet de la morbidité de la société industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot On parle de pesticides, là, il faut distinguer deux sortes de pesticides, hein, les pesticides chimiques et les pesticides naturels. Et en fait, il faut respecter les droits aussi des pesticides naturels. En revanche, effectivement, les pesticides chimiques doivent être écartés. Je rebondis un petit peu, là, je reconnecte à ce que je disais tout à l'heure, sur la différence entre aménager et artificialiser. On peut aménager en utilisant des pesticides naturels. En revanche, dès qu'on va utiliser des pesticides chimiques, on va artificialiser. C'est la distinction entre deux façons de tuer. Paradoxalement, c'est-à-dire qu'il faut réussir à penser une violence positive. Le pesticide naturel tue. Il exerce une violence. Il modifie donc l'environnement dans un sens, effectivement, qui retire de la vie. Mais c'est à distinguer du pesticide chimique qui tue avec donc un effet pathologique collatéral. Enfin, là, ce sont des distinctions qui ont l'air peut-être un petit peu superflues, qui, à mon avis, sont centrales, essentielles pour réussir, malgré tout, à faire de l'écologie intelligente. Pourquoi ? Parce que, a priori, quand on commence à se poser des questions sur l'écologie, à rentrer dans une dynamique écologique, on se dit, bon, voilà, l'écologie, c'est quoi ? C'est respecter l'environnement. Spontanément, respecter l'environnement, ça veut dire ne pas y toucher. Mais là, en fait, on se coupe les bras, quoi. C'est un peu la phrase, je crois, de Kant, la vertu a de belles mains, mais elle n'a pas de main. Voilà. Donc, il faut réussir à avoir des mains vertueuses. C'est-à-dire qu'il faut réussir à modifier son environnement de façon écologique. L'écologie, ce n'est pas ne pas modifier l'environnement. C'est modifier l'environnement sans pathologie. C'est donc aménager l'environnement, comme les castors. Oui, c'est accepter notre condition humaine, notre nature humaine, je dirais même à la suite d'Aristote, qui est d'être des êtres de technique, des êtres de culture, des êtres d'intervention dans notre environnement. Nous n'habitons pas le monde à la manière des animaux sauvages, ni même des animaux domestiques. Nous l'habitons d'une façon séparée, et nous avons besoin, pour intervenir sur notre environnement et assurer notre vie et notre survie, d'intervenir sur cet environnement de façon positive. Vous avez parlé d'effets collatéraux. En effet, ils sont pluriels. Effets collatéraux sur les abeilles, effets collatéraux sur la santé humaine. Oui, tout à fait. Parce que, effectivement, le risque, sinon, c'est de tomber dans la deep ecology, qui consiste à dire que la vraie écologie, donc, c'est respecter l'environnement. Le problème, c'est que la présence même de l'humain est une blessure à l'environnement. Et donc, il faut laisser Gaïa, la Terre, l'environnement, tout ça, vivre toute seule. Et donc, à ce moment-là, il faut supprimer l'humain, qui, en quelque sorte, est une sorte de parasite et dont l'action est forcément négative. Ça aboutit en fait à une vision finalement anti-écologique au possible. Et puis, je veux dire, si on est sur Terre, si l'humain est sur Terre, qu'on soit créationniste ou évolutionniste, c'est pas par hasard, justement. Enfin, on fait le procès à l'évolutionnisme en disant oui, c'est le hasard. C'est pas du tout le hasard, parce que l'évolutionnisme repose sur un principe de sélection et donc d'adaptation. Donc c'est pas du tout par hasard. Enfin, ce que je veux dire, c'est que qu'on soit évolutionniste ou créationniste, la présence de l'être humain sur Terre n'est pas due au hasard du tout. Oui, c'est plutôt de l'ordre de la nécessité.
Oui, là en l'occurrence, c'est-à-dire que pour le créationniste, c'est la volonté du créateur. Pour l'évolutionniste, c'est au terme d'une sélection des espèces vivantes que l'humain apparaît. Donc c'est pas du tout par hasard. Puis nous sommes une espèce parmi d'autres, nous avons nous aussi nos droits à vivre. Non mais c'est ça, voilà. Or, l'écologie, la deep écologie radicalisée aboutit à cette conclusion stupide, c'est que finalement nous devons disparaître, nous. Donc pour éviter de tomber là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce d'écologie folle, d'écologie devenue folle, c'est-à-dire de logique écologique poussée à son terme, il faut donc respecter les droits à la modification de l'environnement, y compris à l'alimentation carnivore, c'est-à-dire à la violence. Parce qu'en fait, on voit dans l'antispécisme, dans le véganisme, etc., une espèce d'intolérance totale à la violence, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du mal aux animaux, et puis si je tue un animal pour le manger, oui, je lui fais du mal. En fait, c'est considéré comme anti-écologique. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même aussi manger les carottes. Et les carottes aussi ont le droit de vivre. Enfin, si on part par là, il faut arrêter de s'alimenter. D'ailleurs, ça existe. Ça a l'air de mouvements totalement radicaux et dérisoires par le nombre. Tout le monde s'apprête à sourire, le grand public. Mais la théorie du genre, pour être plus précis, la queer théorie, il y a 15 ans, était une théorie un peu du même genre qui faisait rire tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, elle est enseignée dans les écoles. Donc, je mets en garde les auditeurs, je leur dis... Attention, le mouvement pour la disparition de l'espèce humaine, ils ont leur site internet, ils ont leur porte-parole, etc. On aimerait bien d'ailleurs qu'ils commencent par eux-mêmes, qu'ils nous donnent l'exemple. Il y a des gens qui en appellent à la disparition de l'espèce humaine, et puis ça c'est vraiment les radicaux, mais il y a même un mouvement mainstream malthusien qui vise à promouvoir toutes les formes de dépopulation pour aboutir finalement à cet agenda promu aussi par la Green Cross internationale dont Gorbatchev a été longtemps le président, je ne sais pas s'il l'est encore, qui en gros, aspire finalement, sinon à la disparition de l'espèce humaine, en tout cas à sa réduction drastique en termes de nombre, et peut-être aussi tout cela au service d'un autre agenda plus directement politique. Oui. Dès qu'on parle de dépopulation, effectivement, là, on arrive sur des questions soulevées par des réseaux d'influence, des réseaux d'influence qui utilisent l'écologie, mais à des fins politiques. Voilà. On peut se demander si effectivement les antispécistes, les véganistes, les écologistes radicaux deep écologie ne sont pas les idiots utiles de projets politiques visant à réduire le nombre d'humains sur Terre pour mieux contrôler ceux qui resteront. Ça, c'est certain. Pour court-circuiter tout cela, parce que, par exemple, là, effectivement, comme vous le disiez, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, la théorie du genre, ça paraissait farfelu, puis c'était réservé, finalement, à des universitaires, un peu, qui faisaient un peu expérimentaux, des théories universitaires expérimentales. Et maintenant, c'est effectivement, c'est introduit et enseigné dans les écoles à nos enfants. L'antispécisme aura le même destin. Je veux dire, le refus de distinguer entre les espèces vivantes et donc, en fait, l'égalitarisme entre les espèces suivra le même chemin. Donc, qui a de toute façon été ouvert par l'antiracisme, ça fera suite à l'antiracisme. Voilà, oui, le refus de distinguer entre quoi que ce soit. En réalité, ça revient à ça. Ce qui est au fondement de la cybernétique, puisque la cybernétique ne distingue plus, même plus entre le vivant et le non-vivant. Il n'y a plus que des systèmes. Donc c'est la grande égalisation. Et en fait, je voulais en venir parce que effectivement, tout ça en fait commence à avancer, et on l'a vu notamment à Nuit debout. Place de la République, il y avait un stand antispéciste et véganiste. Voilà, donc ça commence en fait à contaminer les cerveaux, à sauter de cerveau en cerveau en fait, et à se répandre. Et donc il faut réussir à trouver justement l'angle intellectuel pour répondre à cela. Et donc, c'est-à-dire réussir à soutenir un argumentaire écologiste, mais qui ne tombe pas dans l'antispécisme et la dépopulation. Et donc, qui respecte les droits de la modification de l'environnement, c'est-à-dire aussi de l'alimentation carnivore. Puisque quand je mange de la viande, je modifie substantiellement l'environnement, puisque je tue. Et je supprime des vies. De toute façon, il faut savoir, on en a déjà discuté hors micro, Lucien, que le mode de vie végan est nécessairement un mode de vie urbain, et finalement dans un monde capitaliste, parce que les exigences ne sont pas du tout les exigences de la vie rurale. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle juste qu'on avait fait une émission sur les dangers de l'écologie.
Donc vous savez que nous sommes ici des militants de l'écologie radicale, non pas de la deep écologie, l'écologie profonde, mais d'une écologie radicale au sens où elle va chercher les problèmes à la racine, mais qui est anthropocentrée, voire théocentrée, c'est-à-dire avec non seulement le respect des droits des hommes, mais également le respect des droits de Dieu sur sa création, qui justement est le premier livre dans lequel il a écrit tout l'amour qu'il portait au monde, cet amour surabondant qu'il portait au monde et aux hommes. Pierre. Oui, pour faire écho à ce que disait Lucien, c'est justement le fait de l'écueil qui menace toute écologie, c'est l'écologie profonde, la deep écologie, donc le biocentrisme. Et c'est encore une fois, comme dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, essayer de ne pas tomber dans ce que les anciens appelaient l'hubris, et de garder à l'esprit la phronésis, la mesure et la limite dans toute chose, et notamment et surtout dans celle-ci. Sinon, on devient comme Arness ou comme Paul Watson, le président de la Sea Shepherd Foundation, qui a fait effectivement beaucoup de bonnes choses contre le massacre des baleines, mais qui, dans son livre Earth Force, le manuel de l'éco-guerrier, si je n'écorche pas le sous-titre, s'annonce et s'affirme comme un biocentriste radical. Donc ce livre est fort intéressant pour tout militant militant politique, écologique ou autre, parce qu'il est très intéressant là-dessus, mais on ne peut absolument pas le suivre dans un biocentrisme radical où il dit que des animaux sont supérieurs aux hommes, que les hommes sont valent un troglodyte ou un amibe. C'est tout l'écueil qu'il nous faut éviter. C'est notamment dans le rapport à l'animal, sur le côté spéciste. Je pourrais renvoyer à un petit livre relativement court que j'avais lu en une journée il y a quelque temps, un livre qui doit dater d'il y a peut-être un peu moins de 10 ans, d'Alain de Benoît sur les hommes et les animaux. C'était une réponse à un livre d'Yves Christan qui, lui, avait sorti un livre dont le titre m'échappe, totalement antispéciste. Et de Benoît lui répond en lui disant que non, un homme, un animal, ce n'est pas la même chose. Un animal n'est pas un homme comme un autre. Et il explique très bien pourquoi, en s'appuyant sur évidemment toute l'histoire des idées comme il le fait naturellement et habituellement. Donc voilà, c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. D'un côté, le transhumanisme que la technologie dont la technologie nous menace, et le biocentrisme dont l'écologie profonde nous menace également. Oui, on fera une émission consacrée aux différents courants de l'écologie profonde, enfin pas seulement de l'écologie radicale, on abordera l'écologie profonde, on abordera les agrariens américains, on abordera aussi le thème de la wilderness américaine, l'écologie politique européenne, pour essayer justement de chercher dans tous ces contenus ce que nous voulons retenir, et nous essaierons de donner un peu la synthèse de notre écologie. Pierre, cette émission est dans les cartons, donc vous l'aurez bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et également contribuer à la permanence, à la permaculture de cette émission en faisant un don sur Tipeee. On va reprendre nos échanges donc avec Lucien Cerise, auteur et essayiste, et avec Pierre Torty, un des animateurs du Cercle Henri Lagrange. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on parle maintenant des aspects plus personnels de la permaculture. Je sais, vous, Pierre, vous avez un projet. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Le projet qui pour l'instant n'est vraiment qu'un projet, donc qui n'a pas encore de commencement pratique, enfin, qui commence à en avoir, c'est le réenracinement dans le territoire français avec des terres, et justement pour mettre en pratique tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur la permaculture, pour pouvoir justement être autosuffisant et prouver que les pesticides chimiques, pour bien faire la distinction comme Lucien l'a fait, que les pesticides chimiques ou les OGM ne sont pas utiles pour nourrir la population, pour nourrir une communauté, et qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature. Après, effectivement, j'en terminerai là-dessus, ceci n'est pas possible pour tout le monde, mais je signalerai aux Parisiens qui nous écoutent que la mairie de Paris n'a pas que des défauts, fort heureusement. Ils ont lancé un permis de végétaliser. Donc il est possible pour tout un chacun, tout Parisien qui nous écoute, de demander auprès de la mairie de Paris un permis de végétaliser qui leur permet de faire pousser dans un lieu donné tout ce qu'ils veulent. Donc notamment des fruits, des légumes. Donc je les encourage dans cette voie. Il y a notamment tout un petit jardin qui a été fait sur ce mode-là le long du Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Donc si jamais il y a des gens qui ont envie de se colter
à la permaculture et à la culture de la terre et à retrouver un petit peu le sens et le goût d'un produit qu'ils auront eux-mêmes contribué à faire pousser, qu'ils se renseignent à ce propos. Très bien. Lucien, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'effet qu'a eu la pratique concrète de l'agriculture, de la permaculture, du maraîchage sur votre vie et sur votre vie de militant politique. Moi, ce que j'ai retenu de mon expérience pratique du jardinage, c'est que nous vivons, nous sommes pollués par des faux problèmes. La vie urbaine, en fait, le mode de vie tertiarisé, etc. Quand j'allais à Relocalisons, faire du jardinage, je voyais en fait comment les équilibres naturels pouvaient s'auto-organiser au niveau de la répartition des tâches entre hommes et femmes, par exemple, entre vieux et jeunes. Spontanément, on va vers ce pourquoi on est fait. Les hommes disposant d'une masse musculaire supérieure à celle des femmes, eh bien, spontanément, j'allais vers les travaux de force. Vous n'étiez pas attablé à boire du rosé avec les copains? Après le boulot, oui. Vous n'aviez pas réduit les femmes de l'association en esclavage? J'ai essayé, mais bon. Non, sérieusement, c'est-à-dire qu'en fait, bon, comment dire ça, il y a une espèce, un équilibre au niveau des rôles, au niveau des identités qui se met en place tout seul. Moi, ça m'a vraiment, ça a accéléré ma réflexion politique. Contre la théorie de la confusion des genres. Par exemple, voilà, et aussi donc, ça m'a donné beaucoup de grain à moudre sur la question de la technologie et de l'artificialisation versus aménagement. J'en suis arrivé à cette conclusion qu'il fallait tout dédoubler, c'est-à-dire que, en fait, il y a donc une technologie qui aménage et qui est positive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, comment dire ça, le problème, ce n'est pas de tuer. En fait, puisque là, on fait le procès à la technique ou à la technologie, finalement, de tuer, d'agresser l'environnement. Ce n'est pas le problème. L'agression a ses droits également. Mais il faut agresser sans artificialiser. À partir du moment où le problème, ce n'est plus technophilie versus technophobie, c'est de réussir à dissocier au sein de la technophilie une bonne technophilie et une mauvaise. Et idem, reproduit ce découplage dans la technophobie. Il y a une technophobie intelligente et une technophobie idiote. Oui, d'ailleurs, la technophobie idiote n'est-elle pas là pour servir de repoussoir, pour finalement embarquer tout le monde dans la technophilie négative? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une... c'est de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie cognitive. C'est-à-dire que les grands manipulateurs dans les médias, etc., vont utiliser la technophilie artificialisante comme repoussoir pour effectivement produire un effet de coagulation, un effet émotionnel qui va orienter sur de la technophobie, ce coup-là, mais sur la technophobie, elle aussi, sur le mauvais côté de la technophobie. C'est-à-dire, en fait, la permaculture, justement, du fait qu'elle ne se limite pas à l'agriculture, permet de mieux comprendre aussi notre environnement cognitif. Et comment des gens peuvent commencer à faire du jardinage dans notre cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'a beaucoup apporté sur les questions d'ingénierie sociale et d'environnement cognitif, d'écologie cognitive, d'écologie mentale, intellectuelle. Et alors, sur la connaissance de vous-même, je veux dire, travailler, suer, faire l'effort d'y aller régulièrement, est-ce qu'il y a des choses aussi de ce côté-là que vous pouvez nous dire plutôt sur la vie intérieure? Parce que vous le savez, Orage d'Acier s'attache beaucoup à ces aspects à la fois de la spiritualité, mais aussi tout simplement de l'intériorité. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, parce qu'on s'approche maintenant de la fin de l'émission, ce que ça a représenté comme expérience intérieure? Oui, en fait, c'est très peu intérieur. Surtout ce qu'on comprend, en fait, parce que ça permet de sortir des grands mythes de la société tertiarisée. Comme quoi, parmi ces mythes, il y a celui selon lequel, par exemple, les sociétés traditionnelles seraient plus spiritualisées que les sociétés modernes. Pas du tout. En réalité, la spiritualité dans les sociétés traditionnelles est indexée sur le travail physique, puisqu'il faut tout faire, puisque il suffit pas d'aller au Franprix pour trouver des tomates emballées, il va falloir que je les fasse pousser, que je les fasse exister. Donc je dois faire exister les moyens de ma survie physique,
Et dans les sociétés traditionnelles, donc, comment dire, où on doit tout faire par ses propres mains, du matin au soir, je suis occupé à ma survie physique. Et la spiritualité est là, en quelque sorte, d'une certaine manière, pour un petit peu alléger les souffrances, enfin, en tout cas, alléger le poids. Bon, même si, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, on travaille 12 heures par jour. Mais bon, ensuite, après, il faut quand même fabriquer la maison, etc., etc. Oui, oui. Voilà, donc malgré tout, du matin au soir, je suis occupé à assurer ma survie par du travail manuel et physique. La spiritualité est indexée là-dessus. Est-ce que c'est pas une réalisation, ça aussi, de se réaliser par de voir le résultat de son travail, c'est extrêmement satisfaisant. Ah, c'est extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire que le soir, on a un sentiment de satiété existentielle. Moi, quand je partais le matin et que je revenais le soir, sachant, alors bon, le matin, donc on faisait plutôt le boulot, par exemple, de fabriquer quelque chose avec des briques ou les trucs un petit peu plus durs. Ensuite, bon, on mangeait ensemble, on sortait le pinard. Après, bon, on avait peut-être éventuellement, on était un petit peu ivre, mais enfin, bon, peu importe, parce que après, de toute façon, on avait tout l'après-midi pour continuer à travailler sur le terrain. Et puis, donc là, en fait, j'ai un peu senti, éprouvé, expérimenté ce que c'était finalement que la vraie vie, en quelque sorte, c'est-à-dire celle que nos ancêtres ont connue pendant des milliers d'années. C'est-à-dire, en fait, travailler en collectif. Avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Ça, voilà, dans un collectif organique qui respecte la biodiversité naturelle, avec tous les âges et les deux sexes. Ça nourrit aussi ma réflexion là, sur la question notamment de ce courant du féminisme, à mon avis le seul intéressant, parce que globalement sinon le féminisme c'est de la merde, qui est la théorie du prendre soin, qui permet en fait donc de lancer un nouveau mot d'ordre politique, qui n'est plus la droite, la gauche ou toutes ces conneries, etc., mais qui consiste simplement à s'occuper d'un objet matériel en commun pour le faire fructifier. En fait, le prendre soin, le care, la théorie du care, dont Martine Aubry avait parlé il y a quelques années, qui fait partie, qui est un courant du féminisme, finalement, c'est très proche de l'écologie, très proche de la permaculture. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'ordonner notre pensée dans une pratique, pas dans une cogitation, dans une pratique de soin, de prendre soin. Là, en l'occurrence, on parle d'écologie, donc ce sera un bout de terre, etc., etc., ou fabriquer une maison ensemble, voilà. Et donc là, bizarrement, là, c'est là où on se dit, on est vraiment dans la postmodernité, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'apprendre des choses élémentaires que mes ancêtres, finalement, connaissaient au quotidien, vivaient au quotidien, un mode de vie dans lequel ils étaient plongés naturellement et qui, pour eux, n'avait rien d'exotique, mais que moi, je percevais comme un retour aux sources, un retour finalement à mes tripes, quoi, en fait, à mon ADN, etc. C'est effectivement, et le soir, on est bien. Voilà, on est bien parce que on a vraiment fait quelque chose de sa journée, et même si finalement ça reste modeste, évidemment, on n'a pas fabriqué Tour Eiffel, mais même si on a juste aligné quelques briques pour fabriquer un petit four à pain, etc., plus éventuellement récolter ou du moins plutôt semer dans un premier temps, puis récolter les fruits de ce qu'on a semé. Enfin, je veux dire, en fait, même si quantitativement on n'a pas fait grand-chose, bon, on est fatigué physiquement déjà parce que le corps a été en action du matin au soir. On a été socialisé parce qu'à midi on a bien bouffé avec les amis, etc. Enfin, avec les gens avec qui on a bossé. Puis c'est tout. Puis voilà, c'est bon. Je veux dire, on est content, quoi. Pierre, un dernier mot de conclusion. Le dernier mot serait très bref parce que ce que disait Lucien à l'instant, moi qui ai pu faire un petit peu de permaculture au printemps dernier, non pas dans le 94 mais dans la vallée de Chevreuse, c'était effectivement ce que j'ai vécu à 200%. C'était ça, c'était faire communauté, travailler avec un groupe, avec une communauté, un groupe organique, travailler au champ. Alors il n'y avait pas de construction de four à pain, mais c'était donc à chaque fois des pratiques vraiment d'agriculture et de paysannerie, et avec un déjeuner et puis après, avant de repartir le soir, non pas un dîner mais une sorte d'apéro. C'est vrai qu'on rentre chez soi mais on est bien. On est bien, alors que souvent lorsqu'on sort du travail que l'on fait toute la semaine en ville, on est là, on n'est pas repu
par la journée qu'on a passée. On est fatigué, mais on n'est pas dans un état mental satisfaisant. Ça c'est sûr. Voilà, chers amis, donc vous n'êtes pas obligés de vous ennuyer dans vos boulots du tertiaire, vous n'êtes pas obligés de déprimer, vous n'êtes pas obligés de tomber malade, vous n'êtes pas obligés de manger de la merde industrielle. Donc passez tout en bio, faites un peu de permaculture, réenracinez-vous, et on va laisser le dernier mot de la fin pour Lucien. Oui, juste, alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire tout ça, c'est certain. En revanche, il y a quelque chose que vous pouvez faire, même si vous travaillez dans le tertiaire à la Défense, c'est être dans une AMAP. Ça, c'est une obligation. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va, au niveau du temps, hein, je veux dire, ça vous prendra rien, puisque, enfin, c'est juste que vous soutenez l'agriculture locale en circuit court, hein, évidemment. Et ça, bon, là pour le coup, si vous avez des enfants, que vous avez un boulot qui est très prenant, etc., vous avez des excuses, évidemment, il y a des dérogations. Mais en revanche, il n'y a aucune dérogation pour la MAP. Là, il n'y a aucune excuse. Vous devez être dans une AMAP. Ça, c'est la base de la base. Oui, donc mangez local, organique et de saison. Soutenez nos agriculteurs, soutenez nos viticulteurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre. Hey,